C'est toujours difficile de démarrer des conférences qui sont éclairantes en début d'après-midi parce que généralement, il y a le phénomène de difficulté à se réveiller. Donc, on espère ne pas être soporifique. On va parler de chiffres, bien sûr, mais c'est des chiffres qui vous parlent et on est là pour effectivement vous parler de tout ce qui concerne notre beau territoire savoyard et un petit peu accessoire pour ceux qui viennent de l'étranger, dehors de nos frontières. Donc, de parler de ce qui se passe réellement sur le territoire, sur des sujets très importants. Donc, on aura Jean-Marc Oltra qui va représenter la Banque de France, donc je vais lui demander de venir se montrer, qui remplace Lise Gandry-Taralico qui est partie à Paris, comme quoi on vient à la province puis après on retourne à la capitale, mais c'est vrai qu'il y a du boulot à la capitale en ce moment. Donc elle s'occupera des entreprises mais au plan national, donc on lui souhaite un bon parcours professionnel. Bienvenue Jean-Marc pour nous parler un petit peu du travail de la Banque de France et de l'impact qu'on a sur notre territoire. Bénédicte Brugière-Cada qui est notre imminente directrice de France Travail, enfin un nom qui donne envie, voilà, et qui maintenant s'arrête au territoire de la Savoie. Donc, on travaille d'une manière, au niveau de la CCI de Savoie, de manière très, très, très proche avec les services de France Travail. C'est un sujet important. Voilà, donc, bienvenue à tous les deux. Merci de nous aider à animer ce qu'on a essayé de faire l'année passée pour la première, et donc, c'est une deuxième édition. On aura une petite intervention chaque orateur d'une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on se réservera, si vous le voulez bien, un petit moment pour vos questions-réponses. Si on peut y répondre tout de suite, eh ben on le fera. Si on ne peut pas, on notera vos éléments et on vous répondra personnellement. Voilà, dans le cadre de tous nos éléments de digitalisation. Voilà, alors tout de suite, pour démarrer, je vais passer la parole à Jean-Marc Oltra de la Banque de France pour qu'il nous dise et nous fasse un éclairage sur ce qu'on a appelé décrypter la conjoncture du territoire savoyard. Bonjour à toutes et à tous. Donc Banque de France, je vais essayer de faire du concret, mais on ne peut pas faire du concret sans parler de la macroéconomie et des projections macroéconomiques qui sortent de nos études, et les dernières datent de septembre. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe au-dessus pour descendre un peu sur le terrain et de façon beaucoup plus opérationnelle par la suite. Simplement, mon premier propos, c'est avec 3 indicateurs phares, notamment la croissance française. La croissance française, on le voit, est plutôt faible, on la qualifie de faible mais résiliente, notamment par rapport à certaines économies européennes comme l'Allemagne qui, eux, en fait, sont en récession. Nous, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On a une petite croissance depuis maintenant 2 ans, 2023. 2024, ça sera la même chose. Et 2024, la bonne surprise, ça a été l'effet positif en fait des Jeux Olympiques avec une croissance de PIB de plus 0,3 liée aux Jeux Olympiques. Cette croissance en 2024 est essentiellement tirée, et c'est un peu étonnant, mais c'est vrai, par le commerce extérieur. Et sur les prévisions qu'on émet et qu'on a émises en septembre, la croissance du PIB va être à peu près égale en 2025, mais de façon beaucoup plus marquée, tirée par la consommation des ménages. Et on verra un début d'éclaircie dans l'activité et dans l'économie, en tout cas une évolution positive avec un PIB qu'on attend un peu plus fort en 2026 à 1,5. Et là, en fait, c'est une bonne nouvelle aussi. Après la consommation des ménages qui va augmenter, on aura aussi l'effet positif de l'investissement privé, notamment un début de départ en fait, de l'immobilier. Je sais que tout le monde l'attend, je sais que c'est un sujet important sur le terrain. L'immobilier qui est un peu en berne actuellement, on verrait les effets positifs en fait, de la reprise, et notamment de la baisse des taux qu'on va voir tout à l'heure, en fait, sur l'immobilier qu'à partir de 2026. Le deuxième point clé pour nous, c'est l'inflation. Et là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. À l'heure où je vous parle, et les chiffres qu'on avait sur août notamment, et ce qu'on appelle et septembre sur l'inflation flash, elle tourne autour de 1,5, ce qui est bien en deçà en fait, de nos prévisions et surtout notre objectif qui est autour de 2%. Mais je vous rappelle qu'en 2023, l'inflation était près de 6 à 5,7. On l'attend en moyenne sur l'année à 2,5 en 2024
et une amélioration sur 2025 et 2026 autour de 1,5, 1,7. Pourquoi en fait, en ce moment, on a une inflation qui est plutôt faible? C'est surtout en fait lié au prix de l'énergie, le baril du pétrole et les prix, vous avez entendu, sur l'électricité, qu'on attend pour l'année prochaine à moins 15 et qui sera plutôt avec les effets gouvernementaux autour de 9%. Donc cette inflation, elle est maîtrisée, elle est jugulée. C'est pour ça qu'en fait, on a baissé les taux. On a commencé en juin. Notre taux de directeur a baissé de 0,25 en juin, 0,25 en septembre. Et actuellement, ils sont en train de décider une baisse de 0,25 pour le mois d'octobre. Ce qui fait des taux directeurs qui étaient à 4% seront sûrement fin octobre à 3,25. Alors, les marchés l'ont anticipé, les banquiers ont anticipé. Il n'est pas rare maintenant d'avoir des négociations de taux au niveau des banquiers pour l'immobilier autour de 3%. Et autre information importante mais c'est le slide suivant, c'est notamment, mais j'y reviendrai sur l'inflation. Déjà sur la croissance, ce qui est important de dire, c'est que notre je vous l'ai dit, un commerce extérieur qui tire la croissance ou qui la maintient à 1,1 en 2024, alors je peux appuyer là. Oui. Ouais, mais je ne peux pas flécher. Non, je ne peux pas mettre un point rouge. C'est la barre du milieu, c'est le gris. Le commerce extérieur a tiré l'inflation. Et en fait, il y avait un effet déflateur en fait, de l'inflation. Donc, c'est le bâtonnet qui est en dessous le point zéro. C'était en fait tout ce qui était variation des stocks. Les chefs d'entreprise avaient beaucoup stocké. Et en fait, au lieu de demander effectivement d'autres produits neufs, ils déstockaient. Et l'investissement privé, c'est l'immobilier, c'est le petit bâtonnet en dessous du point zéro également. On voit bien que sur 2025, ça s'inverse, je vous l'ai dit. Consommation privée va augmenter un peu en 2025 et surtout en 2026. Et nous avons effectivement la consommation des ménages, le violet, qui va être le point prépondérant de l'amélioration de la croissance en France. Sur l'IPCH, donc tout ce qui est inflation, on est les moteurs, en fait, c'est la baisse de l'énergie, je vous l'ai dit, sur 2025. Et ce qui est important, c'est qu'on est prudent sur les taux aussi, parce qu'en fait, le moteur de l'inflation, actuellement, c'est les services. Alors, vous savez que le panier de la ménagère, quand on mesure l'inflation, les services, c'est 50% en fait, du panier de la ménagère. Et on est autour de 2,5 en ce moment d'augmentation d'inflation sur les services. Et ça sera toujours le moteur de l'inflation sur 2025 et 2026. Autre point qui semblait important, et je vais peut-être revenir, parce que je ne sais pas si je le détaille. Ça, c'est les taux, dont je vous en ai déjà parlé. Donc des augmentations de 2022 à 2023, 10 augmentations en même pas 2 ans. Et là, deux baisses de taux, hein, c'est les cris du bas, baisse des taux depuis juin 2024. Et des bonnes nouvelles, octobre, on va faire moins 25, je pense, et on devrait aussi, si tout va bien, baisser en décembre. Donc ça, c'est bon pour l'économie et le moteur de la croissance. Et je vais revenir en arrière, parce qu'il y a un indicateur dont je ne vous ai pas parlé. C'est le taux de chômage, ça c'était plutôt une bonne surprise, un taux de chômage qui finalement s'est maintenu, qui se maintiendra fin 2024 par rapport à 2023. C'est une bonne surprise. Il n'en demeure pas moins qu'il reste des difficultés sur les territoires à embaucher, avec notamment l'inadéquation de la demande et de l'offre, et tout ce que ça sous-entend effectivement de décalage entre les besoins réels des chefs d'entreprise et les chiffres macro. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle aussi. Là maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est simplement, on est en 2024 et à la Banque de France, on dispose de l'ensemble des bilans des entreprises sur le territoire. Et là, je vous parle de Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dont on s'aperçoit, on les a dépouillés. Donc, c'est tous les bilans de arrêtés septembre 2023 et tous les bilans arrêtés au 31/12/2023. C'est grosso modo 22 500 bilans qu'on a dépouillés. On a tiré cette étude. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, alors, apparemment, tous les chiffres sont en augmentation, les chiffres d'affaires, sur tous les secteurs. Et sur tous les secteurs et sur tous les départements. Là, j'ai mis en avant la Savoie.
on voit effectivement dans l'industrie, dans les services, dans les TP, que la Savoie se comporte souvent mieux qu'en fait Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des caractéristiques du territoire. Elle se comporte mieux, mais il n'en demeure pas moins que ces chiffres, il faut les atténuer de l'inflation. Je vous ai dit, inflation quasiment à 6%, elle est à 5,7% sur 2023. Donc ça, c'est l'effet prix. En effet volume, on est en augmentation effectivement en Savoie notamment, mais l'augmentation est relativement faible. Donc je dirais plutôt d'une économie qui se stabilise au niveau de l'activité, avec des vraies inquiétudes sur le commerce, en Savoie notamment, puisqu'avec un effet prix à 5,7 et une augmentation de 3,8, on voit qu'en fait le commerce de centre-ville notamment, a beaucoup souffert. La performance par secteur, alors je vais prendre le taux de marge brute. En fait, c'est quasiment tout ce qui est tiré de l'exploitation. On voit que par contre là, c'est vraiment une très bonne nouvelle, puisque là, il n'y a plus d'effet prix. On est sur une marge en fait qui augmente énormément. On prend la Savoie, avec des taux de marge brute, notamment au niveau des services, qui frisent les 10%. Donc ce qu'on peut noter, effectivement, c'est que l'activité est peut-être plutôt atone, mais la rentabilité est toujours présente sur les bilans 2023. Et ça, c'est assez remarquable. Et même chez les commerçants, et notamment le BTP, qui est effectivement le secteur qu'on surveille un peu plus souvent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a les mêmes chiffres sur le résultat net. C'est ce qu'on appelle le taux de marge net. On est sur des résultats tout à fait positifs et toujours plutôt supérieurs en Haute-Savoie que la moyenne Aura. Comment? En Savoie, pardon. Haute-Savoie, je suis désolé, je ne suis pas encore totalement adopté, mais vous m'excuserez. On parle de la Savoie, bien évidemment. Autre information que je peux vous donner sur 2023, et je sais qu'en 2024, ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça, c'est le résultat des bilans 2023. Les flux d'investissement sont toujours présents. Ils sont même supérieurs à 2022. Alors, ça ne nous laisse pas, nous, ça nous étonne, mais les chiffres sont bien là, c'est-à-dire un flux d'investissement autour de 15%, ce qui est très bien. Globalement, là, c'est tout service, tout secteur, par contre, d'activité. Et puis, si on le rajoute à la valeur ajoutée, si on compare cet effort d'investissement à la valeur ajoutée, on est sur des taux tout à fait comparables avec ce qui se passait en 2021 et 2022. 2021-2022, 2 années de crise, voire de sortie de crise. Les dettes financières, point important, très vigilant pour effectivement tous ceux qui veulent financer les entreprises. On a des dettes financières qui ont tendance à se réduire et à bien diminuer d'une année sur l'autre sur tous les secteurs, et une trésorerie qui se maintient à un bon niveau. Et ça aussi, c'est plutôt sur 2023 encore, sur ces bilans-là, quelque chose de très positif. Alors là, maintenant, ça c'était 2023, là je vais vous faire un focus sur 2024, c'est-à-dire nos enquêtes de conjoncture qu'on mène tous les mois auprès des chefs d'entreprise, donc notamment la Savoie. Et là, c'est une agrégation au niveau Aura. Donc au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, en septembre, c'est tout frais, les chiffres sont parus cette semaine, on a un rattrapage en septembre. Là, on regarde le mois de septembre par rapport au mois d'août 2024. Pour l'industrie, une belle augmentation de l'activité, mais qui est simplement un effet de rattrapage par rapport à un mois d'août qui a surtout été marqué par des fermetures liées aux vacances et peut-être même des fermetures plus importantes que l'année d'avant. Sur les services marchands, c'est toujours le secteur qui performe le mieux. Ça tient, ça continue à croître sur septembre par rapport à août, et on est sur une tendance toujours positive. Et l'évolution la plus difficile, la plus négative, c'est le BTP, donc bâtiment, donc, notamment seconde œuvre et gros œuvre, et en sachant que jusqu'à maintenant, Auvergne-Rhône-Alpes s'en tirait pas mal, mais là on a des signes vraiment négatifs. Et chose étonnante, le TP, travaux publics, nous on mène des enquêtes tous les trimestres avec les entreprises de travaux publics. Et il s'avère que sur le mois de septembre, pour les travaux publics, sur le dernier trimestre, on est en augmentation au niveau de l'activité. Mais certainement tiré par les grosses métropoles. Moi, je viens de Lyon, et effectivement, Lyon, quand vous y passez, il y a énormément de travaux de TP, liés notamment à tout ce qui est flux, énergie et autres.
Si on détaille un peu plus rapidement, donc la production, je vous en ai parlé, juste un petit focus, la production continuera, c'est le petit rectangle bleu foncé là-haut, continuera à bien performer en termes d'activité, mais ce qui nous inquiète, c'est l'utilisation des capacités de production, qui est vraiment à un bas niveau en septembre, et on voit bien aussi que le carnet de commandes est au plus bas chez les chefs d'entreprise, ça aussi c'est inquiétant, pas de visibilité, et un niveau d'effectif qui, même si la tendance à se maintenir reste à grimper un peu, reste à un niveau très faible. Les services, donc toujours le bon élève de la classe, si je peux me permettre, avec effectivement des services marchands qui se portent bien et qui continueront à croître, mais un peu plus modérément sur le mois d'octobre. Mais là, c'est pareil, le niveau des prix, en fait, est plutôt en augmentation, mais assez bas, avec une trésorerie qui est basse et un niveau d'effectif qui est en forte chute. Donc ça, ce sont des indications pour le mois de septembre. Et enfin, bâtiment, je vous le disais, une baisse d'activité sur le dernier trimestre, avec des prévisions toujours à la baisse au niveau de l'activité, des carnets de commandes qui se réduisent, notamment gros œuvres et second œuvre, et des prix des devis, malgré en fait, alors on ne le voit pas parce que je ne suis pas sûr que ça, on est sur 0,8, mais en septembre, en fait, le prix des devis, en septembre, les chefs d'entreprise ont fait des gros efforts sur le prix des devis. Et malgré cela, on n'arrive pas à tirer effectivement l'activité vers le haut. Et derrière, le dernier encart, effectivement, ce sont les travaux publics où je vous dis, même les prévisions sont bonnes pour le mois d'octobre. Donc c'est plutôt une bonne surprise au niveau régional. Juste un petit focus sur les défaillances d'entreprises qui est plus haut que le niveau d'avant Covid. 63 000 contre 59 000, je crois, il y avait avant Covid. J'étais avec le tribunal de commerce ce matin notamment. Le niveau, alors on peut le voir, ah oui, on le verra après, donc je peux le passer tout de suite. Là, ça c'est pour la Savoie pour le coup. Lui ne s'inquiétait pas trop, il disait qu'il y avait effectivement des défaillances, mais que finalement le chiffre n'était pas si élevé que ça. Et il y avait effectivement des secteurs comme l'immobilier, le commerce qui était en difficulté. Il ne s'inquiétait pas que ça, et surtout il estimait que tout ce qui était phase amiable, c'est-à-dire anticipation des difficultés des entreprises, avait doublé d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, en fait, anticipent un peu leurs difficultés et viennent voir un peu tous les outils qui sont à leur disposition pour prévenir leurs difficultés. Et on verra, j'ai fait 2-3 slides après pour vous rappeler un peu certaines règles. Donc voilà, une défaillance donc, bien élevée, avec des secteurs bien touchés, réparation automobile, construction, hébergement, restauration. Et ça, ce sont les chiffres Auvergne-Rhône-Alpes, mais des chiffres qui restent somme toute contenus, surtout si on le met en parallèle avec les créations d'emplois. Les créations d'emplois, alors je sais, il y a les auto-entrepreneurs dedans, mais globalement, en fait, alors ça c'est en France et en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le territoire de la Savoie aussi, beaucoup de créations d'emplois. Donc ça aussi, c'est un signe plutôt positif, je dirais, dans ces défaillances, dans ce nombre de défaillances. Donc ça, c'était pour la partie économique. Je vais vous parler maintenant de la partie plutôt Banque de France. Et s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, ça va pouvoir peut-être vous intéresser. On est effectivement, la Banque de France est la banque centrale la plus vertueuse en fait, du G20 en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de verdissement de l'économie. Donc nous, ça se caractérise par une politique monétaire verte, des placements financiers verts. Et on est la première banque centrale en fait, du G20 donc, depuis des années maintenant. Du coup, en fait, il y a des obligations, vous avez entendu parler au niveau européen, des obligations européennes qui vont arriver et qui vont nous imposer à suivre un peu, notamment les gaz à effet de serre au niveau de chaque entreprise. Donc, il y a eu une loi de finances verte qui a été votée, je crois que c'est en 2023, où en fait, ils mettent le principe, en fait, ils établissent en fait le principe de construire un indicateur climat. Donc indicateur climat, et du coup je crois que dans tout ce qui est bancaire, en fait, ils sont réunis, ils ont décidé que la Banque de France allait porter cet indicateur climat et que c'était la Banque de France qui était plus à même de recoller les informations et de les redistribuer, notamment aux financeurs.
Donc on a construit, nous, à la Banque de France, il y a une centaine de personnes qui sont recrutées et qui ont en cours de recrutement, une centaine de personnes, avec une création d'une direction au siège. Et notamment sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une dizaine de personnes qui travaillent sur ce schéma, avec l'adjonction d'une ingénieure climat. Et on a créé un indicateur climat qui se décompose en trois. Un indicateur de transition, un indicateur des risques physiques et un indicateur de maturité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va suivre ça de près et ça va se juxtaposer à notre cotation classique, notre cotation financière. Juste un rétro-planning pour vous expliquer comment ça se passe. On a commencé depuis 2022, on a travaillé sur 60 entreprises tests. En 2023, on a élargi le test à 550 entreprises sur 10 secteurs. Et là, en ce moment, on est en train d'augmenter notre panel en fait, d'échantillons. Et on regarde 3 secteurs particulièrement, la production d'électricité, les transports et les foncières immobilières. En fait, les 3 secteurs qui nous paraissent le plus en contact avec l'émission de gaz à effet de serre. Et d'ici 2027, on a un objectif en fait, de couvrir 60% des émissions de gaz à effet de serre. Et on va continuer après, bien évidemment. Donc un indicateur pérenne que vous allez voir apparaître aux côtés de votre cotation classique. Et puis pour finir, je suis à 20 minutes, c'est pas mal. Juste pour finir, en fait, on s'est attaché en fait, à vous schématiser en cas de difficulté, en cas de question, en fait, où vous pouvez vous adresser pour trouver les informations nécessaires. Donc il y a toutes les organisations professionnelles, hein, consulaires, CCI, bien évidemment, les chambres de métiers, tout ce qui est consulaire et filière, bien évidemment les experts comptables. On a des associations, notamment en Savoie, qui travaillent très bien, comme 60 000 rebonds et Second Souffle, donc, notamment à Lyon, qui accompagnent les entreprises. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier de parler beaucoup et régulièrement avec vos banquiers, les clients, les fournisseurs. Et effectivement, j'en suis un exemple, mais les institutions publiques, donc France Travail, bien évidemment, je vais la citer quand même, et tout ce qui est préfecture, hein, DREDS, DRFIP, donc c'est tout ce qui est finances publiques, l'URSSAF, bien évidemment, tout ce qui est métropole et région, et tout ce qui est l'État, et bien évidemment la Banque de France. Et là, en fait, on a des outils à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner. Ils sont tous, alors je ne vais pas tous les citer, mais en fait, ils sont de 3 sortes surtout, c'est-à-dire tout ce qui est diagnostic, anticiper la difficulté. Il y en a 5-6 qu'on a mis ici. Et derrière, il y a les missions conseils. Une fois qu'on a diagnostiqué, c'est bien d'avoir un conseil. Donc, notamment, la CCI a des dispositifs qui peuvent s'appliquer à cela, mais il y a des réseaux comme Réseau Entreprendre. Et puis, derrière, quand on a fait des missions conseils, on a besoin d'aide. Et là, en fait, il y a tout ce qui est aide publique, aide des régions et France 2030 notamment. Et les dispositifs qui sont en place, et là, c'est plutôt quand les difficultés sont avérées. Il y a les tribunaux de commerce, notamment, et plus on prend les difficultés tôt, plus on a des réponses efficaces. Notamment, on vous rappelle que les procédures amiables, c'est 45% de succès, ce qui est énorme. Le conseiller départemental aux entreprises en difficulté, les chefs de service financiers. J'étais ce matin à la préfecture pour travailler sur ces 2 instances. La médiation du crédit portée par la Banque de France. Je vous rappelle, la Banque de France, médiation du crédit, elle sauve des emplois sur cette thématique-là. Et en 2023, c'est 50% de succès. Donc 50% d'emplois sauvés sur le nombre qu'on nous a proposé. Médiation des entreprises. C'est le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés qui travaille, lui, sur l'ensemble de la région et plutôt sur les gros dossiers. Voilà. Voilà pour ma part. Merci pour votre attention. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler du marché du travail, des dynamiques et de la situation que nous avons sur notre département, parce que la situation sur le marché de l'emploi reste très favorable. Nous avons un taux de chômage qui est toujours bas, nous avons peu de demandeurs d'emploi inscrits, mais par contre des tensions de recrutement bien évidemment qui sont extrêmement importantes. Donc il va y avoir là aussi quelques chiffres, mais je vais surtout essayer de vous expliquer tous les dispositifs et toutes les actions qui sont mises en place et à votre main
pour pouvoir réussir à recruter, voire même à maintenir vos propres effectifs. Je ne garantis pas la maîtrise de la ZAPET. Alors sur les premiers éléments que vous avez, tout d'abord l'emploi salarié. L'emploi salarié concernant l'ACOS, donc l'ACOS c'est le champ privé, on enlève l'ensemble du secteur public. Vous allez avoir à fin 2023 161 900 salariés et sur cette année 2023 un nombre de salariés qui est en hausse dans notre département. Ce qu'il faut savoir sur cet emploi salarié, c'est que la majorité, et là nous avons une de nos premières atypies savoyardes liées à la prégnance de l'activité touristique, en particulier d'hiver. Le premier secteur qui est représenté en termes de nombre de salariés, c'est le commerce, l'hôtellerie-restauration, les activités de services administratifs et de soutien, et ensuite viennent la construction, l'industrie, etc. Donc on a vraiment un très très fort marquage, vous le verrez sur d'autres données également, de ces secteurs des services de façon globale. Sur cet emploi salarié, vous n'avez pas le chiffre là, mais lorsque l'on ajoute tout le secteur public, on monte à plus de 192 000 salariés sur notre département. Et là, on a une prégnance extrêmement forte du secteur des services, puisque c'est 61% des personnes qui travaillent et qui sont salariés secteur privé-public dans notre département qui sont sur ces secteurs-là. On est plus élevé que les autres départements ou même que la moyenne régionale. Concernant les recrutements, alors oui, une chose à dire aussi sur l'emploi salarié, c'est que sur la projection 2013-2023, nous sommes en hausse aussi de cet emploi salarié sur le département, puisque c'était un petit peu en deçà de 170 000 en 2013, et là, tout confondu, on est à plus de 192 000. Donc ça aussi, ce n'est pas toujours une vision que l'on a très claire sur l'évolution de ces emplois-là, mais ça permet de voir le dynamisme des entreprises, mais aussi d'expliquer un petit peu mieux les problématiques de logement que l'on peut connaître sur notre département, parce que ce n'est pas uniquement par des entrées de nouveaux salariés, en fait, des sortants d'école sur le territoire, mais aussi lié à des arrivées et à des soldes migratoires d'arrivée dans notre département. Concernant les recrutements, donc là, vous avez une focale sur les recrutements de plus d'un mois. Le nombre global de recrutements est beaucoup plus important, en fait, sur notre département. Si on prend tous les types de contrats, on est à 336 200, si j'arrondis. Il faut avoir en tête que 61% des recrutements sur le département sont des contrats courts, donc moins d'un mois ou intérim, ce qui nous fait arriver au chiffre de 126 600, si j'arrondis, sur des contrats de plus d'un mois. Et si on prend uniquement les contrats dits durables, donc les plus de 6 mois ou bien les CDI, là on a un nombre qui est encore plus petit puisque c'est, je vais arrondir aussi sur les chiffres, on est à 45 000 sur 12 mois glissants à fin juin. Donc ça, c'est une donnée extrêmement importante, surtout que nos équipes travaillent avec les demandeurs d'emploi, c'est que le premier accès au marché de l'emploi en Savoie, mais il n'y a pas que chez nous, hein, je vais vous donner les chiffres régionaux aussi, sont sur du contrat court. Et c'est vrai que ça peut être parfois une difficulté, et je les reprendrai tout à l'heure sur les questions de concurrence entre les entreprises pour recruter, parce que certains ont bien compris l'intérêt de contrats un petit peu plus durables pour attirer un petit peu plus les profils. 61% en Savoie, c'est 80% en moyenne ARA. Donc pourquoi est-ce qu'on est plus bas ? Parce que majoritairement nos contrats courts, nous, vont être portés par la saison, où on va avoir des contrats entre 3 et 4 mois, grosso modo, sur le département. Donc notre prégnance des contrats courts nous va être plutôt sur du contrat un peu dit intermédiaire, à 4 mois, plutôt que sur du contrat extrêmement court et de l'intérim. Il est vrai aussi que sur les 12 derniers mois à fin juin, on a eu une baisse de l'intérim, en particulier sur le secteur du bâtiment, qui est aussi un des pourvoyeurs de contrats de ce type-là. Donc ça explique aussi notre part un petit peu plus basse et c'est 20 points d'écart avec le niveau régional. Comme vous le voyez, les recrutements sont en baisse sur un an de 5,6%. La tendancielle, malgré tout, reste extrêmement haute par rapport à l'avant-Covid. C'est-à-dire que je ne vous ai pas mis les courbes, mais on est beaucoup plus haut en termes de recrutement. Donc on a toujours un dynamisme marqué, malgré certaines baisses que l'on constate sur les recrutements. Concernant les demandeurs d'emploi, donc les demandeurs d'emploi, on va différencier les catégories. Donc je vais faire un petit rappel parce que tout le monde ne maîtrise peut-être pas. La catégorie A, ce sont les personnes inscrites qui ne travaillent pas. Et vous avez ensuite les catégories B et C, qui sont des personnes inscrites, mais qui travaillent. Les personnes qui travaillent restent inscrites, pourquoi ? Parce que majoritairement, elles ont des contrats courts, et donc, pour pouvoir réouvrir leurs droits ou bien continuer leurs droits, elles vont maintenir leur inscription. C'est la seule raison sur le sujet. Vous voyez, on est à un petit 15 000. On a une légère augmentation de 0,6% sur la catégorie A. Elle est plus marquée quand on va rajouter les demandeurs d'emploi qui travaillent. Mais globalement, nous n'avons pas eu une augmentation des entrées dans nos fichiers, c'est plutôt un ralentissement des sorties et donc des contrats. Ça, c'était à fin juin.
Par contre, sur juillet-août, sur la période estivale, ça s'inverse. Donc, on attend vraiment de voir les chiffres de septembre, qui sont généralement un mois d'entrée assez important dans nos fichiers, puisqu'on a tous les étudiants, les nouveaux arrivants du marché du travail, pour voir ce qui se confirme. Et nous avons une intention très forte en Savoie sur ces données entrantes de demandeurs d'emploi, parce que, on le verra plus tard, on a beaucoup moins de compétences disponibles que d'emplois recherchés ou d'emplois proposés. Et donc, un taux de tension qui est extrêmement fort. Le taux de chômage extrêmement bas en Savoie, on est à 5,4, malgré une légère hausse, on est très près du taux dit de plein emploi à 5%, sachant que vous allez avoir une différence Chambéry, on va être à 5,5, et dès qu'on va aller dans les vallées, on va descendre à 4,8 sur la Tarentaise et à 4% sur la Maurienne. Et là, nous étions à fin juin, donc avant la saison. Donc, ce sont des chiffres aussi qui vont nous amener, qui vont certainement baisser, puisqu'il faut savoir que la prégnance de la saison sur la Savoie, c'est à peu près 3000 demandeurs d'emploi qui sortent des fichiers pendant la saison d'hiver et qui vont y re-rentrer aussi au printemps. Donc, quand les recrutements, vous voyez, se passent en Savoie pendant la période d'hiver, vous êtes sur un marché encore plus concurrentiel parce qu'on a une grosse perte aussi de ressources et de compétences, mais pour une bonne raison, parce que ça génère aussi de l'activité et du chiffre d'affaires dans les stations, bien évidemment. Globalement, l'évolution annuelle, quand je vous disais qu'on rehaussait un petit peu, on est à plus 0,2. On attend les chiffres de fin septembre qui, a priori, devraient être plutôt stables, comme cela a été annoncé par la Banque de France. Donc à retenir, vous voyez, catégorie A, catégorie ABC, en gros, plus d'un demandeur sur 2 travaille. Quand on va être en saison, c'est 6 sur 10 qui travaillent. Donc en termes de marché concurrentiel sur lequel vous êtes positionné en tant que recruteur en Savoie, on est sur un marché ultra concurrentiel. 15 000 demandeurs d'emploi, vous voyez le chiffre en haut à droite de 42 400 offres en flux glissant sur 12 mois. On a globalement 3 à 4 offres en moyenne par demandeur d'emploi aujourd'hui. Donc le choix, il est du côté des demandeurs d'emploi. On a certains secteurs, si on prend par exemple le TP, sur notre département, avec l'attractivité qui est aussi tirée par le chantier du Lyon-Turin, on va être à 7 à 8 offres par demandeur d'emploi. Donc on voit bien que toutes les stratégies de captation, de sourcing et de recrutement doivent être totalement adaptées à cette situation du marché savoyard. Sachant que les demandeurs d'emploi inscrits n'ont pas forcément les compétences. Monsieur évoquait l'inadéquation entre aussi les compétences offertes et celles recherchées. On a ce sujet-là en Savoie, puisque les personnes qui restent dans les fichiers vont être aussi des personnes plus éloignées des critères d'employabilité que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons un certain nombre de leviers, dont la formation, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées au sein même des entreprises, et je vais y revenir juste après. Concernant les prévisions de recrutement, sur les projets de recrutement, là vous avez, c'est en bas à gauche, c'était l'enquête besoin de main-d'œuvre qui est menée chaque fin d'année sur les prévisions de recrutement auprès des entreprises de l'année suivante. Il y a un chiffre qui était très intéressant. C'est 52% uniquement des entreprises pensaient fin 2023 que le recrutement serait difficile en 2024. Et on a perdu 12 points sur le département, alors qu'on est dans un marché ultra tendu et de plus en plus tendu. Alors pourquoi ? Une des explications que l'on peut apporter, nous, du côté de France Travail, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui passent par nos services, qui se sont ouverts à des modes de recrutement alternatifs. Et dans les modes de recrutement alternatifs, ça va engager à la fois la formation au sein même de l'entreprise, mais également dans le sourcing et dans la recherche des candidats, des recherches de candidats qui ne sont pas forcément du métier d'origine. Ça, c'est une autre caractéristique importante à avoir en tête. Un demandeur d'emploi sur 2 qui reprend un emploi ne le reprend pas dans son métier d'origine. Donc le recrutement par l'approche compétence et non pas par le métier exactement ciblé que l'on recherche ou l'expérience dans ce métier-là est vraiment essentielle. Elle l'est encore plus sur notre département vu les taux de tension que nous avons. Parce que hormis le fait que nous avons plus d'offres de recrutement que de demandeurs d'emploi disponibles, il y a, et c'est les schémas avec les bulles et les flèches, une concurrence multisectorielle qui existait déjà, mais qui se confirme de plus en plus avec cette question du choix, non seulement de l'emploi dans mon secteur, mais également peut-être d'aller vers un secteur où mes compétences seront appréciées et avec des conditions de travail que je juge plus favorables. Et entre autres, vous pouvez le voir, on va avoir le BTP, le transport logistique et l'industrie qui en permanence en fait ont des personnels qui vont varier, avec des fuites parfois du monde industriel parce que les contraintes trouvées dans le BTP ou dans le transport sont jugées plus faciles parce qu'on n'est pas en 5-8, on n'est pas en 3-8, c'est des horaires plus simples. Et puis vous voyez également du côté des services, hôtellerie, commerce et tout ce qui est services aux particuliers aussi où ça tourne beaucoup. Donc ça veut dire qu'en termes de recrutement, quand vous recrutez, si vous êtes dans un de ces secteurs, allez regarder dans les secteurs d'à côté.
Après, nous, les leviers formation, on les a pour former les personnes avec vous. Et vous avez aussi, vous, des capacités formatives une fois que les gens intègrent d'ailleurs vos entreprises. Et dans ces modes alternatifs en termes de recrutement, je l'avais déjà dit l'année dernière et je le dis régulièrement lorsque j'interviens auprès d'entreprises, il faut absolument avoir une stratégie de différenciation. Vous êtes sur un marché concurrentiel, c'est comme sur la captation de vos clients sur la vente de vos produits, c'est exactement la même chose. Et il est vraiment important de travailler cette marque employeur, votre attractivité. Si la politique salariale est assez équivalente au reste du secteur, voire parfois un peu moins favorable, quels sont les autres avantages que je peux mettre en avant, dont la culture d'entreprise, dont les modes de travail, dont voilà, il y a tout un tas de choses vraiment qui sont à mettre en avant et à discuter avec les candidats, y compris à réussir à mettre en valeur dans les offres et dans la façon dont les offres sont rédigées. On continue à voir aujourd'hui des offres qui n'ont pas de positionnement naturel de demandeur d'emploi parce que dans la rédaction, c'est un peu rédhibitoire. En fait, ça ne donne pas envie par rapport à une offre du même secteur qui va être un petit peu plus attrayante. La question de la visibilité, c'est-à-dire qu'on continue à entendre, bien évidemment, des recruteurs qui disent « Non, mais France Travail, pourquoi ? Enfin, de toute façon, vous n'avez jamais les gens qu'il nous faut. » Alors, en Savoie, il y a des chances. Vous l'avez vu, rien que par les chiffres, c'est assez mathématique. Mais en même temps, si vous déposez pas votre offre à France Travail et dans d'autres job boards, vous n'êtes pas visible. Et mis à part vous, personne ne sait que vous recrutez. Il ne faut pas oublier que le site France Travail est le premier site consulté. C'est près de 2 millions de consultations par jour de la part de personnes inscrites ou pas comme demandeurs d'emploi. Donc, que vous arriviez à capter des candidats ou pas, ça vous donne une visibilité. Par contre, le simple fait de déposer une offre, si vous faites juste ça, il ne se passera pas grand-chose, a priori. Il faut vraiment que la personne qui recrute chez vous, que ce soit vous ou bien quelqu'un dans vos services, ait aussi une activité, une action pour aller chercher dans nos fichiers et aller regarder les gens qui s'approcheraient du profil et ne pas hésiter à contacter directement les personnes. Ça, c'est lorsque vous souhaitez faire votre recrutement en autonomie. Et en parallèle de ça, nous avons des équipes de conseillers entreprises. Et d'ailleurs, ils ont un stand sur Decidia pendant les 2 jours. Je vous engage à aller les voir pour découvrir quelle est l'offre de service que les conseillers portent et que nous pouvons vous apporter, puisqu'on peut aussi vous accompagner de façon beaucoup plus poussée dans vos recrutements, y compris sur la qualification, la rédaction d'offres, le choix des candidats, l'organisation d'événements, l'organisation de recrutement dans nos locaux, dans vos locaux. On peut vous aider à mettre en place des formations au sein de vos locaux aussi pour qu'elles soient totalement adaptées à ce que vous pouvez faire. La stratégie réseaux sociaux, elle est essentielle. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont dessus. Je ne parle pas là de la publication de l'offre, mais quelle est votre e-réputation ? Parce qu'un candidat aujourd'hui, il va regarder un petit peu, il va un peu googliser votre nom en fait, et il va voir ce qui ressort. Et donc d'avoir une stratégie aussi autour des retours que certains de vos salariés, ex-salariés, clients, etc. peuvent mettre sur les réseaux sociaux, c'est aussi un sujet extrêmement important quand vous êtes en phase de recrutement régulière. Et puis les méthodes de sourcing et de recrutement, comme je l'évoquais, il y a 3 grands sujets sur lesquels il faut s'engager. La question de l'attractivité et de la découverte des métiers. Aujourd'hui, les demandeurs d'emploi ont une visibilité très restreinte des métiers qui existent et même des métiers qui existent ou des recrutements autour de leur zone d'habitation. Et ça ne leur parle pas, en fait. Sachant que chaque entreprise, même dans un secteur donné, que ce soit de l'entreprise, du commerce, de la restauration, ne va pas avoir tout à fait les mêmes caractéristiques d'exercice que l'entreprise d'à côté. Et ça, l'attractivité, c'est quoi ? C'est ouvrir vos portes, c'est accueillir des stagiaires. Alors ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça ne paye pas tout de suite, mais ça porte bien son nom, c'est de l'investissement. Et aujourd'hui, on est un peu en peine de trouver des recruteurs et des entreprises qui sont prêtes à accueillir des gens régulièrement, pas forcément pour les embaucher eux, mais pour jouer un petit peu collectif au sein du secteur et aussi investir pour que des personnes derrière décident de se former sur les sujets. Il y a des secteurs où c'est encore très compliqué. On a un petit peu du mal avec le commerce encore, on a du mal encore avec la santé et l'action sociale parce que les conditions d'exercice ne sont pas toujours faciles non plus pour accueillir des stagiaires. Et là, dans les stagiaires, je parle des personnes dont on finance la formation et qui, en cours de formation, vont avoir besoin de faire des stages en entreprise. Aujourd'hui, ils ont énormément de mal, par exemple, à en trouver. Ce qui est fort dommageable puisqu'on les forme pour qu'ils arrivent au sein des entreprises elles-mêmes. La formation, je l'ai déjà évoqué. Alors là, c'est les acronymes un peu barbares, mais il y a tout ce qui est les préparations opérationnelles à l'emploi. C'est les formations sur mesure qui sont travaillées avec les entreprises. Vous avez les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification. On a la chance en Savoie d'en avoir de nombreux qui couvrent de nombreux secteurs. Et eux vont vous porter les contrats, entre autres en alternance, pour que les gens puissent travailler dans vos entreprises et ensuite que vous puissiez aussi les garder.
bien sûr l'alternance, mais tout un tas d'autres leviers qui existent. Et là, je vous renvoie à nouveau vers le stand qui est tenu par France Travail, les missions locales et le Cap Emploi, qui peut vous éclairer sur les sujets. Et tous les réseaux spécialisés, puisqu'il y a un sujet dans beaucoup d'entreprises de s'ouvrir à la diversité, c'est souvent intégré dans les politiques RSE aussi des entreprises. Donc on pense souvent au handicap, mais il n'y a pas que ça. Et là, il y a des réseaux spécialisés, donc Cap Emploi, Mission Locale, mais vous avez également toutes les entreprises adaptées, les ESAT, qui font tout un travail aujourd'hui autour du monde du handicap et du travail protégé pour amener des gens à aller aussi en milieu ordinaire. C'est aussi des sources de captation de public, même si bien sûr une adaptation, un accompagnement est nécessaire. Et ça, si je conclurais sur un sujet, c'est aussi que la question de l'intégration de la personne dans l'entreprise devient un enjeu essentiel aussi, puisque, ceux qui sont très employables ont le choix, et je pense qu'on l'a tous vécu, enfin tous ceux qui ont recruté récemment, la personne qui vient et qui repart parce que finalement, à côté, c'est un petit peu mieux ou que ce n'est pas exactement ce qu'elle recherchait et elle sait qu'elle va trouver. Et ça, on en a un certain nombre sur le territoire. Et puis, vous avez également les personnes qui sont un peu loin en termes d'employabilité, qu'il faut continuer à accompagner une fois qu'elles arrivent dans l'entreprise pour qu'elles atteignent le plus rapidement possible le niveau de productivité attendu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les dynamiques du marché du travail. Et maintenant, c'est au président. Merci, on peut applaudir à Bénédicte. Voilà. Merci Jean-Marc également. Alors, oui, je te rends tes éléments. Je vais peut-être prendre mes outils aussi quand même pour travailler parce que avec la lumière dans les yeux, c'est pas facile. Donc, moi, j'ai demandé au service de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, ça y est, on est très chauvin ici à Chambéry et pour la Savoie, pour avoir des chiffres qui vont peut-être se tamponner un peu avec ce que Jean-Marc nous a indiqué, avec ce que Bénédicte nous a indiqué, mais le but, c'est de parler de ce qu'on vit tous les jours avec vous et avec vos questionnements, quotidiens. Alors, effectivement, comme toi, je ne sais pas si je suis dans le bon sens ou pas. Non, c'est donc l'autre. Voilà. Ah, pardon, j'ai trop vite. Voilà. Alors, nous, on a sur le sujet de la comparaison par rapport à l'exercice passé, c'est-à-dire semestre 2023, semestre 2024, nos chiffres sont effectivement arrêtés sur notre panel d'analyse on va dire au début, avant la position élective, tout ce qui s'est passé dans l'été. Donc, quand on parle du moral des entreprises, je ne sais pas si c'est réellement amélioré avec ce qui s'est passé. Cela étant, on compare ce qu'on peut comparer aujourd'hui. Ce qu'on peut savoir, c'est en mesurant les chiffres d'affaires des entreprises, parce que c'est un indicateur qui est quand même assez fiable, c'est concrètement 35% d'entre vous disent qu'effectivement, ils ont une stabilité du chiffre d'affaires. On a 15% qui annoncent des chiffres d'affaires en hausse. C'est là où on n'est pas forcément dans les mêmes timings, mais beaucoup, le double pratiquement, qui ont des chiffres d'affaires fortement en baisse. Voilà. Donc, c'est moins 8% dans l'équation qui est de la part des entreprises en hausse et en baisse. Et effectivement, c'est un solde qu'on n'a pas connu aussi négatif depuis la mise en place de notre panel, c'est-à-dire il y a 7 ans. Avant la période Covid. Alors bien sûr, ces chiffres qu'on vous présente de manière synthétique, ils sont encore plus difficiles dans des secteurs plus dégradés tels que l'hébergement, la restauration et surtout le bâtiment et travaux publics qu'on a évoqués. Mais tout ce qu'on voit là, effectivement, a un impact psychologique sur la santé de votre santé, sur la santé des entrepreneurs. Il faut beaucoup d'énergie quand on est entrepreneur. Et ce manque de vigueur de l'activité qu'on perçoit est le frein le plus important cité par vous-même dans ces analyses sur le frein au développement de l'activité économique. Sur les marges qui ont été évoquées, voilà. Sur les marges qui ont été évoquées, parce que finalement, le compte d'exploitation, c'est ce qui fait foi, c'est ce qui fait foi à la Banque de France avec les liasses fiscales, c'est ce qui fait foi dans le pilotage des entreprises. 52% des entreprises interrogées déclarent une marge en recul, 2 fois plus nombreux que le deuxième semestre 2023, donc c'est quand même quelque chose qui montre qu'on ne va pas vers le mieux. Et au sein de ces éléments qui sont en recul, on a des entreprises qui disent à 29% qu'il y a effectivement une marge qui est en
forte baisse par rapport à 15% qui ont une marge en haute. Là aussi, on rejoint les difficultés évoquées. Le BTP, le commerce de détail, je vois des commerçants chambériens qui sont là et on en parle souvent. Le rapport, il est encore moins favorable parce qu'il est de l'ordre de 1 à 3, donc c'est vraiment préjudiciable. Et puis, on voit le jour, on n'en parle pas beaucoup, du secteur du transport, parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à transporter. Et nous, on voit arriver des difficultés à la Chambre de commerce et d'industrie sur ce sujet-là. Alors, des perspectives, parce qu'on pose la question, qu'est-ce que vous pensez du deuxième semestre 2024 ? Voilà, alors vous répondez qu'effectivement, vous attendez pas trop à des progressions. Quand on voit les slides, on s'aperçoit qu'on prévoit une stabilité, ce qui est déjà une performance à hauteur de 45% de vos comment dire, réponses. Le recul, il est important. Seul le secteur du numérique et des entreprises exportatrices s'en sortent un peu mieux que les autres. Donc effectivement, la technologie dont on parle tous les jours, l'intelligence artificielle, enfin tous les sujets dans lesquels vous devez investir pour vous-même et vos équipes, qui doivent faire gagner du temps, qui doivent compenser l'absence de collaborateurs et d'être plus efficaces. Et pour les plus anciens dans le poste, on a connu l'après-Mitterrand qui n'était pas facile. Après, on a connu l'an 2000, on a connu les 35 heures, on a connu le passage à l'euro, on en connaît d'autres, le Covid, l'arrêt d'activité complète, etc. Donc voilà, on doit s'ajuster en permanence. Ces indicateurs de confiance, qui est quand même un sujet important pour piloter une entreprise, c'est que 70% des gens qui participent à ce panel disent qu'ils sont pas confiants, peu ou pas du tout confiants. Donc je vous laisse 53% qui le sont plutôt pas, mais 17% qui sont pas du tout. C'est plus 11 points en 6 mois. L'année passée, j'annonçais moi déjà une difficultés économiques qu'on commençait à sentir, nous, dans l'économie savoyarde. Bon, on est dedans. Voilà, on est dedans. Sérieusement, on est dedans. J'espère que tous les gens qui nous accompagnent au niveau de tous les services ont le même discours, parce que le but, c'est de prendre des décisions pour pas s'enfoncer un peu plus là-dedans. Malheureusement, le commerce, je vois les pauvres commerçants, on le sait très bien que le commerce est difficile, on investit beaucoup là-dessus, mais la proportion, elle atteint 80% de personnes pessimistes sur ce sujet-là, et bien sûr, un indicateur qu'on n'a jamais connu aussi négatif depuis 2017. Effectivement, ces analyses ont été faites au début de l'été, avant tout ce qui s'est passé. Je pense qu'à la prochaine échéance du mois de septembre, on verra comment les choses évoluent. Mais bon, j'ai quand même le sentiment que ça ne va pas s'améliorer. Alors, les difficultés de recrutement, c'est je dirais la particularité de la Savoie. Hein. On est vu de l'extérieur et quand on fait nos réunions régionales, on s'aperçoit que El Cantal et l'Allier, la Haute-Loire et l'Ardèche, etc., nous regardent d'un œil plutôt intéressé sur ce qui se passe en Savoie, parce que, à part le Cantal, je crois, ils sont à 5,1%, Madame la directrice, de plein emploi ou de, peu importe comment on peut l'appeler, de moins d'emploi, on va dire. Voilà, donc concrètement, on est plutôt bien. Et ça, c'est plutôt bien. Mais pour vos entreprises, c'est toujours le même sujet. Sauf à faire autrement et à beaucoup investir dans l'innovation, dans la techno, dans l'organisation, dans le changement des habitudes. Je pense toujours aux bâtiments qui cherchent de l'activité, de passer du gros œuvre, comme on le fait aujourd'hui, à de la rénovation. C'est un vrai pari, mais c'est un pari qui a des débouchés économiques qui sont importants. On les quantifie sur des sommes très, très importantes. Ce qu'on voit, c'est que les 5 freins à ces difficultés de recrutement ont été hiérarchisés. Bien sûr, manque de vigueur de l'activité qu'on perçoit de plus en plus, ces difficultés de recrutement à 44%. Les intrants, on en parlait moins là depuis quelques temps parce que l'année passée, avec l'inflation, les prix qui explosaient sur toutes les matières premières, sur les achats, les prestations, etc., de tous ordres, fait que vous en parlez moins à 26%. L'inflation semble rentrer, la baisse de l'inflation semble un peu rentrer dans les discussions. On a moins ces discussions, mais quand même 26%, un quart des entreprises sont impactées sur ce poste-là, qui touche bien sûr la marge. La complexité réglementaire, on n'arrête pas d'en parler, avec toutes les normes qui malheureusement sont pas dans le bon timing des difficultés économiques, c'est-à-dire qu'on nous sort la loi ZAN, le ZFE, tout un tas de contraintes, c'est bien, tout le monde est d'accord pour faire mieux.
Le problème, c'est que ça tombe au mauvais moment. Donc, le bâtiment qui n'a rien à faire, qui n'a pas tellement de possibilités de développer sur le territoire, de répondre à ces besoins de logement très importants, parce que c'est vrai qu'on est presque une station balnéaire, la Savoie. Et donc, pour accueillir des gens dans de bonnes conditions, il faut quand même construire. Et que beaucoup de projets sont avortés, beaucoup de projets ont des difficultés à sortir. Et la montagne, quand on monte un peu à haute altitude dans les belles stations dont on a la chance de les avoir sur la Savoie, fait que là-haut, par contre, il y a encore des grues et il semble y avoir moins de problèmes de financement. Et citer également à hauteur de 24% la hausse des salaires qu'on a connue, mais bon, ça semble normal qu'on puisse aider les collaborateurs des entreprises à s'en sortir mieux. Bon, c'est pas sûr que d'augmenter le brut suffise fortement à faire évoluer le net. C'est une discussion qui est à avoir sur les charges sociales, mais c'est une vraie difficulté. Et on a besoin que les gens soient bien considérés pour qu'ils ils retournent au travail. Et puis, certains d'entre vous, autour de 21%, trouvent que la rentabilité de leurs affaires sont insuffisantes pour faire face justement au fait de l'évolution de la masse salariale qui est, après le banquier, est le deuxième point important d'un compte d'exploitation. On paye d'abord son banquier, après on essaye de payer ses collaborateurs. Donc, c'est sûr que moins on est endetté, plus c'est facile. Voilà ce que je voulais vous dire. Les charges liées à l'énergie dont on parle moins. Alors, effectivement, M. Ultrad nous a dit qu'effectivement, on avait des bonnes nouvelles en perspective, des baisses de 15%, mais j'ai l'impression qu'on a une élite qui a tout de suite pensé pas vous le rendre tout de suite, quoi, leur dire vous n'en avez pas besoin, avec une taxe assez importante qui fait qu'on aura, j'espère, un élément positif, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui se plaignent de leur contrat d'électricité, de leur contrat de gaz, et ça n'a pas disparu. Voilà, c'est intégré, bien sûr, certainement dans les prix, qui fait que quand vous allez au restaurant, vous payez certainement plus cher, et vous allez partout, vous payez plus cher, parce qu'il n'y a pas eu d'autre choix que de répercuter. Mais bon, la compétitivité s'en ressent. Alors, sur qu'est-ce que vous devez faire, on a posé la question pour développer votre entreprise. Eh ben, les sorties de Covid a fait que il était assez facile de prendre des affaires. Hein. Il y a eu une petite période d'euphorie où finalement les gens étaient contents, les gens ont signé des bons de commande, les entreprises les ont pris, elles essayent de les finir maintenant. Mais bon, la démarche commerciale, elle n'a pas été trop mise en avant et donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de retourner un petit peu à la guerre commerciale avec effectivement une concurrence renforcée, que ce soit sur l'emploi, mais aussi sur les prestations diverses et variées des différents métiers, fait que il faut retourner à la conquête et il faut aller reconquérir parce que le chiffre d'affaires ne va pas venir sans un effort supplémentaire. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un basculement sur la démarche commerciale et la CCI de Savoie a tout un tas d'outils pour vous aider à reprendre la main pour moderniser cette démarche et faire en sorte que vous y en sortiez gagnant. Diversifier votre activité, on parle des transitions de tous ordres, écologiques, numériques, RH, c'est peut-être l'occasion aussi de se poser sur ce sujet-là, c'est ça l'intérêt de Decidia, c'est que vous arriviez à dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux dans ma maison avec mes équipes, qu'est-ce qu'on peut améliorer fortement, diversifier son activité, on aperçoit qu'on a des belles entreprises en difficulté qui étaient on va dire monoproduits, très liés au bâtiment et qui ont des grosses difficultés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut en profiter pour élargir le volet de ces éléments. Innover, ça, c'est l'innovation. Pas de salut si on ne va pas dedans, que ce soit dans les produits ou dans les services. La dynamique de la demande, j'ai noté qu'elle allait s'améliorer en 2025. J'espère que vous avez raison. Bon, parce que les commerces, les grandes surfaces, ont quand même, au-delà du prix, les prix augmentent, les chiffres d'affaires augmentent, mais le nombre de personnes qui viennent consommer baisse fortement. On n'a pas vu ça depuis très longtemps et c'est quand même aussi un indicateur. Et puis moderniser les entreprises, je crois que c'est le sujet essentiel de tout chef d'entreprise. C'est des bons moments pour se poser ces questions-là. On a parlé un peu de la trésorerie. Les difficultés trésorerie qui, on nous l'écrit, qui restent à un niveau élevé. Alors, je vais refaire un petit peu de formation financière, mais la trésorerie, on ne joue pas dessus comme ça par hasard. La trésorerie, c'est une équation toute simple, c'est le fonds de roulement, c'est-à-dire capitaux propres moins l'actif immobilisé, ça donne un écart qu'on compare à ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, tout simplement l'actif circulant moins les dettes.
Et la différence, c'est la trésorerie. Donc, si elle est positive, c'est que vous avez des indicateurs qui sont dans le bon sens. Si elle est négative, c'est qu'il faut agir sur les besoins en fonds de roulement, sur les composants du fonds de roulement, tout simplement. Donc, souvent, les entreprises savoyardes n'ont pas assez de fonds propres. Je dis parce qu'on a laissé faire des entreprises créées avec 100 € de capital social. On voit les limites à ça aujourd'hui. Mais bon, manque de fonds propres souvent. Et puis, effectivement, des délais de paiement qui s'allongent. On n'a pas trop parlé de ça, mais naturellement, aujourd'hui, on tire sur la tête de son fournisseur, parce que le banquier en a du mal, mais sur la tête du fournisseur. Et donc, ça entraîne des difficultés. Je vois que j'ai notre ami Patrick Charignon, qui est juge au tribunal de commerce, ancien expert comptable, qui voit ça et qui voit le nombre de procédures importantes. Ça gêne beaucoup de monde, ce décalage de paiement. Et on le mesure de plus en plus aujourd'hui. Donc, la trésorerie aujourd'hui ne porte, enfin, il n'y a pas de préjudice dans l'industrie, ça va encore pas trop mal, et dans les entreprises exportatrices. Alors, je leur dis ça souvent, parce qu'en Savoie, on a du mal à sortir des frontières. Moi, savoyard, chambérien, j'ai du mal à passer en Haute-Savoie. J'ai l'impression que c'est l'étranger. Je dis ça sur le temps humoristique. Vous voyez, vous pensez qu'à la Haute-Savoie, mais nous, on a ces difficultés. Il n'empêche, des analyses concrètes, certaines, fait que les comptes d'exploitation des gens qui exportent, qui ont fait l'effort d'exporter, sont bien meilleurs que ceux qui restent franco-français. Voilà le message que je voulais passer. Bien sûr, nous, on a la Team France Export au sein des CCI qui bosse pour vous aider à franchir les frontières, parce que si vous êtes bon chaudronnier en Savoie, vous êtes aussi bon chaudronnier en Suisse, en Italie et ailleurs. Et donc, regardez aussi ça dans cette recherche de développement et de chiffre d'affaires complémentaires pour passer ce qu'on espère être une difficulté temporaire. Mais les délais de paiement, il ne faut pas lâcher là-dessus. On s'aperçoit que ça dérape vite et les conséquences sont très, très, très dommageables. Autre point sur l'investissement qui, pour nous, était en stabilité depuis déjà un petit moment, parce qu'effectivement, quand on n'a pas confiance, qu'on ne sait pas ce qui arrive devant nous, il faut être honnête qu'il faut être devin quand même aujourd'hui pour être entrepreneur et savoir comment on va survivre à ce qu'on nous impose tous les jours. Cette incertitude, ce manque de visibilité qui nous arrive à tous, les problèmes internes, le manque de RH, tout simplement de matière, les difficultés techniques, il y en a quand même beaucoup, fait qu'effectivement les perspectives d'ici fin 2024 sur l'investissement, on les a mis stables, pour pas dire quand même en forte régression. Mais les chiffres, on les verra bientôt. Bon, cela étant, c'est pas réjouissant de voir des chiffres qu'on a annoncés. Moi, je préférais qu'on travaille sur la dynamique, des solutions à apporter pour que tout le monde retrouve un élan d'énergie. Les petites entreprises, notamment de 10 à 49 salariés, ont effectivement une stabilité de l'investissement. Les grosses, par contre, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que les grosses entreprises, on les a moins, nous, en consultation à la CCI, parce qu'elles ont des marchés mondiaux. Donc, ça sort un peu des frontières, mais le marché mondial marche pas de mieux en mieux. Je pense que ça vous a pas échappé. Peut-être dans l'armement, il y a des débouchés. Je sais que l'armée embauche pas mal, essaye de trouver. Il y a plein de postes certainement intéressants. Mais bon, voilà. Pour le reste, c'est quand même très, très compliqué. Et en Savoie, on est des entreprises de grosse taille, en grande souffrance, avec beaucoup de collaborateurs. Et je pense que les services concernés pour aider à structurer une reprise ou passer ces difficultés sont au travail. La CCI est à leur côté également. Alors, le sujet du ralentissement des recrutements, on a posé une question là-dessus, parce que plein de gens ont publié des offres, tout le monde est enthousiaste, comme ça marchait bien sortie de Covid, on voulait compléter, embaucher, structurer, en profiter pour avancer. Ce que je vois et ce qu'on voit, nous, à la Chambre, avec toutes les équipes, c'est qu'il y a plein de postes qui ne seront pas pourvus. Voilà, ils sont dans les demandes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un attentisme frais, voire peut-être une fermeture de certains postes. Et même nous, à la Chambre de commerce, on fonctionne un peu comme ça, parce que c'est difficile de prendre des engagements pour la suite par rapport à nos propres secteurs d'activité. Ce solde du recrutement, il est quand même encore toujours un peu favorable sur l'industrie, parce que c'est vrai que c'est consommateur, mais vous l'avez dit, Madame la Directrice, c'est qu'ils ont tendance à aller prendre l'air ailleurs.
les 3-8, l'industrie, c'est pas sexy, quoi. Il y a d'autres contraintes, voilà. Donc, ils ont aussi quelques difficultés à recruter. Et puis le commerce de gros, qui pour l'instant est encore porteur sur le sujet. Mais un ralentissement des recrutements qu'on mesure et qu'on a sorti à la date de juin 2024, qu'on vous montre de ce slide. Donc, vous voyez la courbe, elle n'est pas dans un sens de constructivité, de progression. Alors, pour la Savoie, sur les créations d'entreprises, alors effectivement, un indicateur en augmentation. Alors, c'est toujours quelque chose qui nous fait plaisir, nous. Hein. 7619 exactement. Laurence nous a sorti des chiffres très précis. À juin 2024, sur 12 mois de création d'entreprise, donc un volume de plus 4,4% annuel. Ça semble intéressant, ça, donc c'est plutôt un accessible. Cela étant, 34% de ces créations sont des micro-entreprises, des solo-entreprises maintenant, parce que quand on parle avec des jeunes, c'est comme ça qu'il faut parler. Hein, c'est plus de la micro, c'est de la solo-entreprise. Et quand on analyse un petit peu des éléments factuels de tous nos mutuelles, tous ceux qui s'occupent de la prévoyance, qui sortent des statistiques, près de 18% des salariés indiquent avoir un statut d'auto-entrepreneur. Il y a même des fonctionnaires hein, qui cumulent aussi les jobs. Bon, les jeunes, ils cumulent le RSA, ceux qui démarrent, avec des fonctions d'auto-entreprise. Alors, ils ont peut-être des business models à tester. Et puis, les plus anciens, effectivement, ils ont des positions de plus en plus fréquentes d'auto-entreprise au-delà de le statut de salarié en CDI. Certainement que ça ne suffit pas à la fin du mois. Donc, ils essayent de trouver aussi des solutions d'échappatoire. Et c'est un point qui fait que s'amplifier. Voilà. Bon, nous, on mesure ça. Bon, la micro-entreprise, c'est bien pour tester un projet. C'est surtout ne pas y rester trop longtemps dedans parce que quand vous aurez, alors 70 ans pour les plus jeunes d'entre vous, l'âge de la retraite, hein, préparez-vous, ça s'allonge. Mais si vous vivez jusqu'à 100 ans, la punition, elle va plutôt être après que maintenant pendant qu'on bosse. Hein, parce que 30 ans avec une très petite retraite, je vous laisse méditer ça. Je le dis, d'autant plus que je pense que c'est une réalité. Alors sur les défaillances, j'ai pris acte et conseil auprès de Denis Loeper, président du tribunal de commerce, pour mettre ce slide derrière, sur les défaillances savoyardes des entreprises. Alors effectivement, on ne sent pas trop d'inquiétude. Alors bien sûr, l'été, le tribunal était fermé, donc il n'y en a pas. Hein, bon, c'est plutôt facile comme ça. Mais on voit une progression de ces difficultés qui dépasse l'année 2019, qui était la plus grosse année en termes de défaillances d'entreprises. Mais quand on rentre dans le détail de ce qui se passe, on se rend compte que les visites au tribunal se transforment en liquidation immédiate à 80%, que c'est les 20% restants, il y a 90% qui se transforment en liquidation, un peu différée après une petite période d'observation. Voilà, ça veut dire que des concordats ou des conciliations, effectivement, si elles augmentent, tant mieux, parce que c'est le message qu'on vous fait passer. Quand vous êtes en difficulté, attendez pas que ça soit le deadline. Tout le monde est là pour aider, franchement, les administrations également. L'emploi est primordial et on y va trop tard, quoi. Vous y allez trop tard et ça, c'est le message qu'on veut faire passer au tribunal. C'est des gens qui sont entrepreneurs, c'est des bénévoles. Ils n'ont pas d'enjeu à part sauver des travails d'une vie, etc. Mais perdez pas trop de temps. Il n'empêche que date du 30 septembre, on a déjà dépassé les scores de 2019, dès que c'est un indicateur qui, malheureusement, et pas très performant. Voilà ce que je voulais rajouter, moi, au propos de mes deux orateurs, en voulant d'abord vous laissant les remercier quand même, parce que c'est important. Merci Jean-Marc Oltra, Banque de France. Merci Bénédicte Boger-Cada. Voilà, et puis si vous le voulez bien, on peut réserver un petit moment à des questions-réponses. Si vous vous sentez bien, on est entre nous, hein. Donc on est entre nous, on a le droit de se dire ce qu'on veut, hein. Voilà, même si c'est filmé, mais on fera couper s'il y a besoin. On les connaît bien, Savoie News, donc on sait comment il faut faire. Voilà, donc et ben maintenant la parole est à la salle. Et puis on espère avoir été assez complet dans la présentation de ce parcours économique savoyard qui a plein d'opportunités et qui a aussi des difficultés comme l'ensemble du pays. Mais on est tous là pour serrer les coudes. Je vous rappelle le Covid. On avait un enthousiasme de fou pour se bagarrer tous ensemble pour s'en sortir. On s'en est sorti, pourtant on a fermé les boutiques, hein, c'est-à-dire chiffre d'affaires zéro, et on est là pour en reparler. Bon, ça coûte un peu maintenant, hein, d'accord, mais on va y arriver. Eh bien, vos questions.
Monsieur Charignon. Oh là là, attention, si un juge nous parle, tenez-vous écaro. Pour la Banque de France, un petit mot, si vous avez des prévisions sur les taux, parce que vous disiez qu'ils étaient autour de 3% aujourd'hui. Est-ce que sur 25, 26, 27, vous anticipez un petit peu ces taux-là pour avoir une indication? Donc oui, je vous ai dit, on est passé de 4 à 3,25. Non, 3,50 et là on attend 3,25 voire 3 avant la fin de l'année. Et en fait, nos prévisions, il y aura baisse de taux tant qu'on n'aura pas atteint ce qu'on appelle le taux neutre. Le taux neutre qui est autour de 2%, 2,20. En fait, c'est le taux où l'économie n'accélère pas mais ralentit pas non plus. Ouais, c'est ce qu'on appelle le taux neutre. Et nous, on estime que ce taux neutre est autour de 2, de 20. Et du coup, voilà, vous... Comment ? Alors après, c'est en fonction effectivement des chiffres. Moi, je peux pas... Voilà, c'est nos goûts. Le taux neutre de 20, oui, c'est possible que fin 25, on s'en rapproche, oui. Bonjour, Attila Eter, président de l'Union des commerçants. Ma question, c'est pour France Travail. Est-ce que vous avez un indicateur qui permet de savoir le turnover? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des postes qui sont pourvus, mais on se rend compte que, ben voilà, ils restent beaucoup moins longtemps sur leur poste. Et d'année en année, ça s'accentue. Il y en a maintenant, on le voit beaucoup dans le commerce et dans la restauration, ils passent même pas un mois parfois pour des postes CDI ou CDD, et ils changent de poste régulièrement. On n'a pas ce chiffre chez nous, puisque nous, on va plutôt voir les taux de rotation d'entrée et de sortie dans nos fichiers, ce qu'on appelle la demande d'emploi entrée et sortie. On n'a pas forcément une accélération de ces flux. Globalement, on a 4 000 à 5 000 personnes tous les mois qui rentrent et qui sortent. Soit parce qu'elles finissent un contrat, elles en reprennent un, soit parce qu'il y a un défaut d'actualisation. Ça peut être le cas aussi, puisque c'est un peu compliqué parfois. Voilà. Non, on n'a pas ce taux-là, et je pense que pour le mesurer, mis à part via des données peut-être liées à la DSN, c'est un petit peu compliqué. Par contre, alors, on en entend beaucoup plus parler. Alors, est-ce que c'est qu'on en parle plus ? Est-ce que c'est aussi plus une réalité et on en parle plus? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne s'exprimaient pas forcément là-dessus, qui s'expriment plus auprès de nos services aussi. Puisque nous, il y a aussi une question dans les droits et les devoirs avec les demandeurs d'emploi. Quand quelqu'un a un emploi, et en particulier un emploi pérenne, et finalement se désengage pour revenir dans le régime d'assurance chômage, c'est pas tout à fait la tendance voulue, vous voyez. Donc, dans ces cas-là, nous, on a des actions aussi avec le demandeur d'emploi. Donc, les entreprises ont moins de complexes à nous parler de ces situations-là, puisque derrière, elles ont beaucoup de mal à retrouver quelqu'un. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il faudrait peut-être voir du côté URSSAF ou du côté de l'État s'ils ont quelque chose, mais je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je vous confirme, c'est une tendance qu'on le voit dans le commerce. Oui. Les gens restent moins longtemps sur leur poste, et de plus en plus. Comme les démissions. Nous, on voit plus d'entrées pour motif de démission aussi dans nos fichiers. Alors, c'est assez minoritaire le motif d'entrée pour démission, parce que quand ils passent chez nous, en général, on démissionne parce qu'on a autre chose. Mais il y a parfois une petite période intermédiaire. Mais on le voit ne serait-ce que dans nos équipes, parce qu'on est aussi, nous, nationalement, on est très nombreux et il y en a de plus en plus. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une démission, par exemple, sur notre région, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, par exemple. Donc, on voit la tendance, mais la quantification, malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Merci. Bonjour, alors moi j'ai pas de questions, je vais juste me présenter, je représente l'association GSC pour Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous connaissez l'association GSC. L'association a été créée il y a 45 ans par le MEDEF et la CPME et l'U2P les a rejoints en cours de route. GSC, ça veut dire la garantie sociale du chef d'entreprise. En réalité, c'est le chômage pour les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, il ne va pas se créer pour se planter. Quand je parle à des chefs d'entreprise, ils disent « mais non, j'en ai pas besoin ». Mais on ne va pas le couvrir pour un défaut de gestion, on va couvrir le chef d'entreprise et son épouse, ses enfants, en cas de défaillance involontaire. Voilà, donc je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci en tout cas de m'avoir laissé présenter la GSC. Vous voulez que je vous parle des défaillances? Alors ça va être anxiogène. En 2022, sur la France, il y a eu 38 000 défaillances. En 2023, c'est 51 000. Pour le premier semestre 2024, c'est 30 000. On attend 60 à 64 000. Alors ça peut paraître anxiogène et ça devrait motiver tous les chefs d'entreprise à se protéger. En tout cas, se poser les bonnes questions, ça peut arriver à des gens bien. Voilà, merci.
Est-ce qu'il reste des questions? Non. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé vos données avec nous. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Merci.